bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est André Potvin. Je suis directeur de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Et je suis vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette conférence intitulée la COP24, quelle transition face au changement climatique? Cette conférence est rendue possible grâce au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. J'espère qu'il y a des représentants ici aujourd'hui. La chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie, bien sûr. La chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, les hautes études internationales HEI ainsi que l'Univers Laval. Je remercie aussi, bien sûr, nos panélistes d'avoir accepté de se prêter au jeu de la table ronde. Donc, je répète que cette conférence est en captation vidéo et en web diffusion. Donc, les personnes qui nous écoutent actuellement en ligne seront invitées aussi à poser des questions à la fin de la présentation des trois panélistes. Je vous rappelle aussi que c'est un événement éco-responsable, donc vous êtes tous bien sûr venus à pied ou à vélo à cette conférence, comme tous les événements de l'Institut, bien entendu. Aussi, les avocats qui voudraient avoir une attestation de formation continue, vous êtes priés de vous présenter à la table à l'arrière, là-bas, avec Sophie, à la fin de la présentation. Donc, c'est une tradition depuis plusieurs années, en fait, je dirais même depuis l'inauguration de l'Institut EDS. D'ailleurs, j'aimerais souligner aujourd'hui la présence de M. Philippe Leprestre, premier directeur de l'Institut, qui est ici à l'avant. Donc, c'est une tradition, donc, depuis les tout débuts de l'Institut, de couvrir les COP. Donc, aujourd'hui, on se prête encore à cette aventure et vous savez que dans quelques jours, vraiment peu de temps après la dernière publication du GIEC, bien, se tiendra en Pologne du 3 au 14 décembre la COP 24. Ils ont la petite tâche, pendant ces 12 jours, les gens, d'élaborer et adopter un ensemble de décisions, bien sûr, qui devraient garantir la pleine application de l'accord de Paris. Alors, ils n'ont rien à faire, disons, pendant 12 jours. Il y aura M. Géraud ici qui sera présent, bien sûr, à ces négociations. Donc, on assiste actuellement à tout plein d'événements, une mobilisation citoyenne. Le Pacte pour la transition est un très bel exemple. Il y a le réveil écologique des étudiants français, un autre mouvement fort intéressant. En parallèle à ça, bien sûr, mardi dernier, on voyait qu'Environnement Jeunesse veut déposer une demande d'autorisation de recours en justice auprès du gouvernement fédéral. Et hier, on a appris que finalement, les cibles du Québec pour 2020 devront être portées en 2030. Donc, tout ça, c'est un portrait très complexe. Et aujourd'hui, on va se poser la question, mais quelles sont donc les conditions pour rapidement entrer dans cette transition pour faire face au changement climatique? Et on aura, bien sûr, les perspectives universitaires à ce sujet. Donc, il faut d'abord comprendre, bien sûr, quelles sont les conséquences d'un réchauffement de plus de 1,5 degré, quelle sera la nécessaire transition énergétique pour limiter ce réchauffement et, bien sûr, quelle sera la transition de gouvernance nécessaire aussi. Donc, dès 2015, plus de 70 universitaires sous la gouverne de Mme Catherine Potvin, ici présente, sont penchés sur la question de la transition en rédigeant collectivement un document qui s'appelait « Agir sur les changements climatiques ». Et en 2017, tout ça s'est bonifié dans un deuxième rapport qui s'appelait « Rebâtir le système énergétique canadien vers un avenir sobre en carbone ». Elle va nous présenter aujourd'hui, Catherine Potvin, les fondements de la transition énergétique en 4 piliers. Je ne me trompe pas. Monsieur Christophe Krolik discutera, lui, vraiment plus spécifiquement du droit de l'efficacité énergétique. Mais moi, j'aimerais ça appeler le droit à l'efficacité énergétique, qui est une petite subtilité, mais qui mériterait d'y penser. Et il va analyser, bien sûr, d'autres initiatives à travers le monde qui peuvent nous guider vers cette transition. Finalement, M. Géraud de Lassus Saint-Geniès, très bon nom en passant, va fermer la boucle de cette table ronde sur les enjeux de transition de la gouvernance, comme je l'ai annoncé un peu tout à l'heure. Il va nous parler notamment des grandes attentes, parce qu'elles sont très grandes, envers la COP 24, à laquelle il participera, bien entendu. Donc, je pense que cette table ronde démontre, encore une fois, toute la profondeur que possède l'Institut EDS pour s'attaquer à ces grands enjeux sociétaux. Et je suis vraiment très, très fier de voir
c'est 2 membres, une membre associée, un membre régulier et bientôt un membre collaborateur. Alors, je vous invite, M. Saint-Géniès, à poser votre candidature pour devenir membre de l'Institut. Alors, sans plus tarder, procédons donc aux présentations. Donc, en rafale, 20 minutes chacun. Je serai implacable. Donc, je vous indiquerai quand il reste 5 minutes, 2 minutes, et on coupe le micro. Et il y aura une période de questions vraiment commune à la fin de tout cela. Donc, en commençant par Mme Catherine Potvin. Donc, Catherine est professeure au département de biologie de l'Université McGill, membre associé de l'Institut, je viens de le dire. C'est une écologiste forestière spécialiste des changements environnementaux mondiaux, notamment des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Sa recherche actuelle est de nature vraiment interdisciplinaire et comprend les aspects socio-économiques et politiques des changements d'utilisation des terres en particulier. Mme Potvin est titulaire de la chaire UNESCO, Dialogue pour un avenir durable, qui vise à faire progresser la science de la durabilité face aux changements environnementaux et à favoriser le dialogue social sur les questions de développement durable. Alors, veuillez accueillir Mme Potvin. On parlait à l'heure du dîner, on disait probablement un vendredi après-midi, il va y avoir 3 personnes. Alors, je suis ébahie et ça me fait penser que je ne suis peut-être pas la seule qui est une passionnée des COP. Malheureusement, aujourd'hui, on ne m'a pas demandé de parler de la conférence des partis. Pour moi, c'est ma série télévision préférée, c'est mon mondial. J'adore suivre ces COP-là. J'ai été négociatrice pendant plusieurs années à la Convention cadre. Mais aujourd'hui, je le dis pour les questions après, mais aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler du climat, en particulier du dernier rapport du GIEC, de pourquoi il y avait ce rapport-là et de ce qu'on pourrait faire au Québec. Alors, sans plus tarder, puisque je n'ai que 20 minutes, le GIEC, c'est ce grand rassemblement de scientifiques qui donne son avis aux conférences des partis, donc aux pays avant leur négociation. Et il y a eu un grand rapport qui a précédé la conférence de Paris. Ce grand rapport-là, pour la première fois, avait réussi à faire des modèles climatiques qui associaient les émissions, donc combien de gaz carbonique on met dans l'atmosphère, avec les changements de température qu'on pourrait prédire. Alors, sur l'écran, vous voyez 4 scénarios différents, des scénarios qui sont de moins en moins ambitieux au niveau de nos réductions d'émissions. Évidemment, le scénario en rouge, c'est le scénario « on fait rien ». Le scénario en bleu marin, c'est le scénario « on est très ambitieux, on réduit très rapidement nos émissions ». Et la conséquence de notre façon d'émettre ou de ne pas émettre se traduit en augmentation de température qui vont de plus qu'1 degré Celsius, on est déjà rendu à 1 degré Celsius d'augmentation du climat mondial, jusqu'à des augmentations de l'ordre de plus que 4. Alors, ça fait un peu abstrait tout ça. Alors, j'ai demandé aux collègues de Ouranos, vous connaissez sans doute ce consortium qui est une collaboration interuniversitaire de chercheurs, de faire une carte du Canada qui nous montre comment changerait la température du Canada selon 2 des scénarios du GIEC. Alors, la carte rouge, c'est le scénario « on fait rien, on ne réussit pas à réduire nos émissions ». Cette carte-là, elle représente le changement de température, le réchauffement dans ce siècle-ci, au début de notre siècle jusqu'à la fin de notre siècle. D'accord? Alors, vous voyez sur la carte rouge que l'échelle, le rouge foncé, c'est 14 degrés de température de plus dans les régions nord du Canada, ce qui pourrait vous induire à devenir très pessimiste. Mais si vous regardez la carte à côté, qui est la carte dans les tonalités plus de jaune et vert, si on agit rapidement, et ça, c'est le scénario qui correspond à une augmentation de température mondiale de 2 degrés Celsius, qui est encore probablement possible, on réussirait à limiter, du moins dans le sud du Canada, la hausse de température à une hausse annuelle, une hausse pour le siècle de 2 degrés. Donc, moi, j'utilise cette carte-là pour dire l'avenir est dans nos mains. On sait quoi faire
on peut le faire, on est absolument encore capable de changer. Et la question, c'est comment le faire. Donc, à la question « est-il trop tard ?» moi, je dis « ça dépend de nous ». Alors, il y a le tout récent rapport du GIEC. C'est un rapport du GIEC, dont le groupe d'experts sur le climat. C'est un rapport qui essaie d'expliquer quelle serait la différence si l'augmentation planétaire de température était limitée à 1,5 degré versus 2. Parce que dans l'accord de Paris, les pays se sont engagés à maintenir les émissions de telle façon que la température n'augmente pas de plus que 2 degrés. Mais il y a certains pays, en particulier les petites îles, qui voient le niveau de la mer monter et qui se retrouvent, comme on voit sur la photo, sous l'eau. Ces petites îles-là disent, mais 2 degrés d'augmentation, c'est trop. Nous, on va perdre même notre pays. Donc, ils essaient de pousser pour augmenter l'ambition. Et c'est ce qu'on va voir à la COP 24. Les discussions vont commencer pour augmenter l'ambition. Donc, le rapport du GIEC, c'est pour dire, c'est quoi la différence entre 1,5 et 2 degrés? Je vais faire une petite digression parce que c'est assez compliqué de se dire 1,5 degrés, là, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Dans une journée au Québec, on voit facilement 20 degrés de différence, n'est-ce pas? Dans une année au Québec, on voit facilement 60 degrés de différence. Alors, pourquoi est-ce que tous ces scientifiques-là se cassent la tête sur 1,5 degrés? À la dernière période de glaciation, qui était environ 10 millions d'années? 10 000 ans. 10 000 ans, merci François. Environ 10 000 ans, mais je ne me tromperai pas sur les autres chiffres. La température était plus froide, planétairement parlant, de entre 3 et 5 degrés. Donc, on était à moins 3, moins 5 degrés. Et par-dessus Montréal, il y avait entre 1 et 2 kilomètres de glace. Donc, la température planétaire et la température qu'on expérience localement sont complètement différents parce qu'il y a une très grande masse d'air. Hein? Donc, on sait tout ça, une chambre plus petite, ça se réchauffe plus vite qu'une chambre plus grande. Donc, le volume de l'atmosphère fait que 1,5 degré, 2, 3 ou 4, ça a un immense impact sur la température locale. Alors, ce qui inquiète les scientifiques, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette diapo-là « Amis ou ennemis », puis je suis sûre que vous ne pouvez rien lire de ça, malheureusement. Dans ce rapport du GIEC, on parle de 3 écosystèmes en particulier qui nous inquiètent. Et ça, c'est bien pour moi, c'est dans le domaine de la biologie. Il y a la toundra, il y a la forêt tempérée, et puis il y a la forêt tropicale. Ce sont 3 grands réservoirs de carbone. Et la forêt, pas la toundra, mais la forêt tropicale et tempérée agissent actuellement comme une grande pompe de carbone parce que les plantes font de la photosynthèse. Donc, pour l'instant, la nature est notre amie. Nous, les humains, on émet du dioxyde de carbone et les arbres, et de même que l'océan, en capturent. Et ça fait que l'impact de ce que nous, on émet est un peu amoindri. La crainte des scientifiques, c'est que si on augmente la température planétaire, la nature va se trouver elle-même stressée et que ces forêts vont commencer à dépérir, les arbres vont se décomposer, le gaz carbonique va être émis et la toundra, si elle dégèle, tout le méthane, toute la matière organique va se décomposer et donc la nature deviendrait elle-même une source de dioxyde de carbone. Et si on franchit ce seuil-là, il n'y a aucune façon que nous connaissons les humains d'aller à l'encontre de la nature. Donc, on travaille encore dans un scénario climatique où la nature est notre amie, mais on est sur la limite où cette nature va devenir notre ennemi. Moi, cette année, j'ai eu très peur pour la première fois. Je suis allée en Allemagne à la fin de la grande sécheresse au début de l'automne et il y avait des arbres morts sur pied de cette sécheresse-là. Et ça, c'est un peu comme la bombe à retardement qu'on craint. Et c'est ça l'argument scientifique pour dire on essaie de viser un réchauffement de simplement 1,5.
Alors, cette diapositive-là, c'est pour vous convaincre que je ne rêve pas. Vous avez probablement vu des courbes comme ça qui montrent que l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère est graduelle et en fait s'accélère. Mais vous n'avez peut-être pas regardé la petite oscillation rouge. La petite oscillation rouge, c'est la différence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère entre l'été et l'hiver de l'hémisphère nord. Et c'est la preuve que pendant l'été, nos arbres nettoie l'atmosphère de son gaz carbonique. C'est la signature de la biosphère et c'est ça le point de non-retour, un des points de non-retour importants dont les scientifiques ont peur. La toundra, j'en ai parlé, elle aussi a des quantités de gaz carbonique, de matière végétale dans le pergélisol et si ça se met à se décomposer, on sait qu'on n'arrivera pas à limiter les dégâts. Donc, le rapport du GIEC, le dernier rapport qui vient de sortir cet automne, dit qu'il n'y a aucune option. Planétairement, si on veut s'en sortir, il faut qu'on stabilise immédiatement les émissions au niveau planétaire et il faut que d'ici les 10 à 15 prochaines années, on commence à réduire de façon dramatique. Alors ça, ces courbes que vous avez devant vous, ça montre combien on doit limiter nos émissions. Et moi, j'aime rappeler, parce que peut-être qu'il y a des gens du ministère de l'Environnement, pas de pression sur vous, que c'est 2 périodes électorales dont on parle. C'est M. Legault, puis post-M. Legault. Ça, c'est le temps qu'on a. C'est pas dans l'avenir. On peut mettre des noms sur les gens qui seront ou pas l'acteur de la transition. On le sait maintenant. Et ça, c'était la nouveauté du rapport du GIEC. C'est la première fois que le GIEC nous donnait un temps. De combien de temps on a, de combien de temps on dispose pour changer. Alors, nous, au Québec, où est-ce qu'on en est? C'était fort opportun. Le rapport du ministère est sorti hier. Alors, bien, on va pas très bien. J'ai pas mes lunettes, alors je peux même pas vous dire c'est laquelle. C'est la ligne, la ligne grise, la ligne des émissions? La dernière. L'émission, c'est la bleue. L'émission, c'est la bleue. Donc, on a fait relativement bien pendant une certaine période de temps, mais dans les 2-3 dernières années, nos émissions ont légèrement augmenté. Okay? Donc, on n'est pas du tout dans le genre de trajectoire de réduction que le GIEC appelle. Alors, André mentionnait que j'ai mis sur pied, je coordonne un réseau de chercheurs de partout au Canada. C'est vraiment de partout au Canada. On est peut-être 80 chercheurs actuellement qui collaborent en essayant de donner de l'inspiration à nos classes politiques. Et on a publié un certain nombre de rapports. Je m'excuse, la diapo est en anglais. Le premier rapport, tous les rapports étaient bilingues, dans lequel on a décidé d'être résolument optimiste et de parler solutions et donc de dire par où on pense, nous, que les choses doivent aller. Et le rapport sur l'énergie, c'est un rapport qui nous a été demandé par Ressources naturelles Canada. Le mandat, c'était comment est-ce que le Canada peut opérer la transition énergétique tout en restant internationalement compétitif. Petit mandat. Ils nous ont donné 4 mois pour faire ça, n'est-ce pas, André? Oui. Oui, oh, c'est ça. Ça ne faisait pas partie de nos recommandations d'être propriétaire d'un oléoduc. Alors, on a fait... Ce rapport-là, c'était une grande revue de littérature et on a regardé tous les modèles climatique qui avait été fait sur l'énergie du Canada et il y a 3 piliers, pas 4, à la transition énergétique selon nous. Et on va en entendre parler ensuite. Il y a premièrement l'efficacité énergétique, deuxièmement l'électrification avec une électricité sobre en carbone et troisièmement le remplacement des carburants à haute teneur en dioxyde de carbone par des carburants à faible émission. Donc, finalement, la route à suivre est assez claire. Et sur ce diagramme-là, moi, je l'aime l'appeler le diagramme spaghetti. C'est un professeur de l'Université de Calgary qui fait ces diagrammes-là de l'énergie qui allie la production à l'utilisation d'énergie. Tout ce qui est en orange à la fin, c'est toute l'énergie perdue. Donc, effectivement, l'efficacité énergétique a sûrement un rôle important à jouer dans notre compréhension de ce qui se passe au Canada.
Une des autres conclusions de ce rapport-ci, et c'est particulièrement important pour moi dans le contexte de ce qui vient de se passer à Oshawa, c'est de dire au gouvernement fédéral et maintenant au gouvernement provincial, la compétitivité future des entreprises du Québec ou du Canada, c'est de se positionner dans la nouvelle économie mondiale qui est décarbonisée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est changer le plus rapidement possible. Et ce graphique en 2 couleurs montre dans les couleurs plus pâles, la barre dans les couleurs plus pâles, c'est l'investissement dans les pays en voie de développement pour les énergies propres. Donc, nous, dans les pays industrialisés, on réagit beaucoup et on renacle face au changement parce que ça demande de changer beaucoup nos infrastructures. Et il faut comprendre absolument que dans la plupart du monde ou dans les autres pays où on n'a pas toutes ces infrastructures complètement arrimées au pétrole, on ne rencontre pas la même résistance. Et donc, les marchés de l'avenir, c'est nécessairement des marchés décarbonisés. Donc, on a une vision extrêmement myope parce que nous, on est attachés au pétrole. On ne voit pas que le monde n'est pas attaché au pétrole. Et ça distorsionne notre compréhension de l'avenir économique. Et pour moi, Oshawa, la fermeture de l'usine de GM, c'est la preuve même du manque de clairvoyance de nos gouvernements qui, au lieu d'investir pour acheter un oléoduc, auraient pu investir pour créer, par exemple, une manufacture pour construire des camions à 8 roues électriques. OK? Mais quelque chose qui s'inscrit dans la nouvelle mobilité. Une autre de nos leçons, c'était que la transition énergétique, donc réussir le passage pour lutter contre les changements climatiques, ce n'était plus quelque chose du domaine technologique ou scientifique. On a en main les technologies, on a en main la connaissance scientifique, c'est maintenant un travail social. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler avec les gens, trouver des consensus pour comment se transformer et voir où est l'acceptabilité sociale. Et ici, je mets en lumière la nécessité d'une transition juste en opposition au lever de boucliers qu'on a un peu partout dans le monde. En France, les Gilets jaunes, bien sûr, mais M. Trump aux États-Unis, M. Ford en Ontario, M. Bolsonaro, qui me fait beaucoup de peine parce que je travaille sur la forêt tropicale, c'est une grande tristesse. Mais partout, c'est la même chose, une inquiétude d'une partie de la population qui se sent laissée de côté, à qui on ne donne pas de réponse. Et je salue au Québec le fait que la FTQ et la CSN ont amorcé le mouvement de la transition juste et que le Conseil du patronat du Québec et la Fédération des chambres de commerce se sont assis avec eux et se sont entendus en mai dernier sur les grandes lignes de cette transition juste. Elle sera essentielle. Il faut éviter que le Québec se fractionne entre des pôles qui veulent et qui ne veulent pas. C'est un changement où il faut absolument amener toute la population. Je pense, André, qu'il m'en reste juste 2. Évidemment, si on regarde le dernier bilan de gaz à effet de serre du Québec, le secteur qui blesse, c'est le secteur du transport. C'est le seul secteur de notre économie où on est presque à 100% dépendant du pétrole, encore maintenant. Et si vous voyez ce graphique-là, les barres vers le bas, c'est nos diminutions. Les barres vers le haut, c'est notre augmentation. Donc, globalement, le Québec, nos émissions ont diminué depuis 1990, qui est l'année de référence, mais le transport ne cesse d'augmenter. Et le transport ne cesse d'augmenter parce que les gens ont de plus en plus de voitures et de plus en plus de grosses voitures. Et pour nous, on s'est entendu avec plusieurs collègues après moult courriels. Pour nous, la mobilité durable, et Géraud pourra en débattre ensuite, c'est de transporter le plus grand nombre de personnes et de biens dans le moins grand nombre de véhicules. Et ça veut dire utiliser une panoplie de moyens incluant énormément la forme urbaine. Okay? C'est absolument au cœur de la transformation. Donc, ce n'est pas que l'apanage de la voiture électrique. Nous pensons aussi que pour réussir la transition, il faut des gouvernements qui aient une vision. Alors, on travaille très fort pour essayer de donner des visions à nos gouvernements.
C'est une question de gouvernance. Ça ne peut pas être un ministère de l'Environnement à qui on enlève tous les pouvoirs. Si c'est le ministère de l'Environnement, ça doit devenir un ministère économique et fort. Et on pense que l'expérimentation est importante, donc essayer des choses. En Angleterre, ils ont fait une législation formidable qui s'appelle le carré de sable. Alors, pendant un certain temps, les villes, par exemple, peuvent adopter des politiques d'urbanisme différentes. Puis là, ils essayent des trucs, puis si ça ne marche pas, on l'efface puis on recommence. Donc, comprendre que devant une transition aussi compliquée, on ne sait pas exactement ce qui va marcher, et se donner le loisir d'essayer, de commettre des erreurs, mais d'apprendre de ces erreurs-là. Et ma dernière diapo, c'est quand même où je trouve, moi, encore mon inspiration. Évidemment, on a certains courants qui disent que la lutte contre les changements climatiques, ça va nous mener à notre perte. J'aimerais bien voir une photo de M. Ford après la fermeture de l'usine d'Oshawa, puisque c'est ce genre de vision-là qui a entraîné maintenant, juste avant Noël, la mise à pied de milliers de travailleurs qui vont être très tristes ce Noël-ci. Et au Québec, on a quand même une vision assez différente. Cette photo, c'est la photo de jeunes qui a été prise quand les jeunes ont soumis leur demande de poursuite contre le gouvernement fédéral. Elle a quand même un humour intéressant. Et je tiens à souligner l'initiative de Dominique Champagne du Parc de la transition écologique, un artiste qui a rallié d'autres artistes, qui a demandé à des scientifiques de les appuyer en disant, on propose un genre de contrat social. On discutait de ça, puis on disait, c'est l'effort de guerre. Quand on a eu la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde s'est mobilisé dans la mesure de ses moyens pour amorcer la transition. C'est ça dont on a besoin. Donc, le pacte, si vous ne le connaissez pas, allez voir, c'est un engagement où les individus disent « Moi, je vais faire quelque chose, mais vous, les gouvernements, vous devez multiplier l'effet des actions individuelles. » En 2 ou 3 semaines, on a maintenant plus que 240 000 personnes qui sont devenues membres de ce pacte-là. On vise 1 million d'adhérents au Québec, de façon à aller voir M. Legault et dire « Vous n'avez pas le choix et vous n'avez pas à avoir peur. Parce que si on est 1 million derrière vous à vous demander de changer, vous allez être élu si vous changez, mais peut-être pas si vous ne changez pas. » Alors, voici, je crois, ma dernière, voilà, l'état de mes propos. Notre deuxième panéliste, M. Christophe Krolik, est professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, où il enseigne le droit des ressources naturelles et de l'énergie au baccalauréat et à la maîtrise. Il est titulaire de la chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie. L'objectif de cette chaire est de promouvoir la formation, la recherche et la diffusion des connaissances dans les domaines du droit minier, forestier et de l'énergie dans une perspective québécoise, canadienne et internationale. Ces recherches portent sur 3 axes: l'accès à l'énergie, la lutte au changement climatique et l'acceptabilité sociale des projets énergétiques, miniers et forestiers. Veuillez accueillir M. Krolik, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir d'intervenir dans le prolongement de la professeure Potvin pour essayer d'avoir une vision, et plus spécifiquement dans le secteur de l'énergie. Parce que cette salle, justement, vous voyez, si on n'avait pas d'énergie, on ne ferait pas grand-chose. Grâce à l'énergie, on a de la lumière, on se voit, on a de la chaleur, il fait froid dehors, on a aussi de la communication, de la visibilité. Alors cette énergie, elle est fondamentale pour notre développement. Elle permet de nous transporter, nous éclairer, nous réchauffer, nous refroidir, bref, sans qu'on ait forcément conscience de tous ces bienfaits. Elle est fondamentale pour une vie dans des conditions modernes. Pour autant, on a besoin d'une transition énergétique. Alors, Transition énergétique Québec définit la transition énergétique comme l'abandon progressif de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles en faveur des diverses formes d'énergie renouvelable. Donc, on voit ce qui pose problème, effectivement, c'est la question des énergies fossiles et la nécessité de trouver d'autres formes d'énergie, notamment des énergies renouvelables. Mais Transition énergétique Québec nous précise que ça n'est pas simplement substituer une énergie par une autre, mais c'est aussi changer la culture, le gaspillage et notamment développer une culture de l'efficacité énergétique. Et c'est sur ce point sur lequel je vais centrer ma présentation. Qu'est-ce que l'efficacité énergétique ?
L'efficacité énergétique, ça consiste à bénéficier d'un même service, mais avec une moindre consommation d'énergie. C'est par exemple pouvoir se transporter avec une voiture qui consomme moins d'énergie, s'éclairer avec un même confort d'éclairage, mais en consommant moins d'énergie. Et utiliser moins d'énergie pour bénéficier d'un même service, eh bien, ça nous offre différents avantages. Ça permet de réduire nos coûts en énergie. Ça permet aussi de limiter la construction de nouvelles infrastructures de production d'électricité. Et même si c'est de l'énergie renouvelable, ça impacte l'environnement. Ça permet aussi de favoriser la compétitivité des entreprises parce que réduire les factures d'électricité, eh bien, c'est être plus performant au niveau des coûts et c'est réduire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'efficacité énergétique, eh bien, devrait être vue comme une priorité des gouvernements, même avant d'essayer de trouver de nouvelles énergies. Commençons par consommer moins d'énergie. Or, au Canada ou au Québec, on a des difficultés en matière d'efficacité énergétique. Le Canada est 97e au rang mondial sur 131 pays au niveau de l'indice de productivité énergétique. Donc on a beaucoup de retard en termes d'efficacité énergétique et le Québec investit peu dans ce domaine. L'investissement est inférieur à 1% des investissements totaux en énergie, alors que d'autres États d'Amérique du Nord, eux, investissent parfois jusqu'à 3%. Donc on investit peu dans ce domaine et donc on récupère peu de bienfaits. Même par rapport aux États-Unis, vous voyez que la consommation d'énergie par habitant au Canada, elle est supérieure. Elle est la plus forte par habitant dans tous les pays de l'OCDE, même plus qu'aux États-Unis encore. Et donc, on subit les méfaits de cette surconsommation. C'est que pour produire des mêmes biens, pour bénéficier d'un même confort, eh bien, au Canada, nous avons besoin de consommer plus d'énergie, ce qui nous rend moins compétitifs et ce qui engendre bien des impacts environnementaux supérieurs à d'autres États, à la plupart des États. Alors, quelles sont les causes de cette surconsommation ? Bien, on a un niveau de vie élevé, un niveau de vie, qualité de vie nord-américaine. On a un climat qui est froid, effectivement. Ça limite nos possibilités. On a des territoires aussi qui sont étendus. Donc là, c'est la façon d'aménager le territoire qui est en cause. Et puis, encore du secteur industriel. Et puis, on a beaucoup de ressources. Alors, quand on a beaucoup de ressources, eh bien, on a tendance à consommer plus et donc de gaspiller. Mais il y a une prise de conscience, et notamment dans le cadre de la politique énergétique 2030, la priorité qui a été fixée, c'était d'améliorer l'efficacité énergétique de 15%, et c'est la première des priorités. Et c'est important d'avoir cette première priorité parce que les autres objectifs qui vont consister à réduire la consommation de produits pétroliers, augmenter la part des énergies renouvelables et de la bioénergie, eh bien, on les réalisera d'autant plus facilement si on arrive à réduire nos consommations d'énergie. Donc c'est la raison pour laquelle il faut d'abord penser à réduire et donc c'est la raison pour laquelle l'efficacité énergétique devrait être prévue et elle est comme la priorité du Québec. Donc ça c'est un point qui est positif et pour réaliser cet objectif, un organisme, Transition énergétique Québec, a été institué dans le but de stimuler, de soutenir, de promouvoir cette efficacité énergétique et dans une vision de gouvernance intégrée. C'est-à-dire que l'ensemble des mesures en faveur de cette efficacité énergétique, les mesures qui sont mises en œuvre par nos autorités publiques, par les gouvernements, eh bien, là, sont fédérées par Transition énergétique Québec pour avoir une vision globale, parce que l'efficacité énergétique, un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir l'intégrer dans tous les domaines de l'économie. Et pour cela, il faut vraiment avoir une vision globale. Et ça, c'est la force de Transition énergétique Québec. Et on a fixé un objectif d'amélioration de cette efficacité énergétique de 1% par année. Donc là, on va véritablement de l'avant. Ça, c'est une première façon d'intervenir dans l'économie. Un autre moyen d'intervenir juridiquement, c'est par la réglementation, c'est-à-dire de rendre des normes qui sont obligatoires, d'imposer. On impose des normes, par exemple, en matière de mise en marché de certains produits. Un ordinateur, une laveuse, un chauffe-eau,
lorsque ces biens consommateurs d'énergie sont mis en marché, eh bien, ils doivent respecter des standards de performance énergétique. Et si un bien n'est pas suffisamment performant, il ne peut pas être mis sur le marché. Donc là, on a fixé des normes au niveau québécois, au niveau canadien, pour rehausser les standards, pour avoir... On peut penser par exemple à l'éclairage. On est en train de remplacer les éclairages incandescents par des LED, des LED ou des lampes fluo compactes. Il y a aussi des normes en matière d'étiquetage, et puis de contrôle. Donc ça, c'est les normes de mise en marché. En matière de construction, on retrouve aussi ces obligations. Si vous construisez un nouveau bâtiment, une nouvelle maison par exemple, il y a des normes qui sont fixées dans le Code de construction du Québec. Au niveau fédéral aussi, le fédéral n'a pas une compétence directe en matière de construction, mais il établit des codes nationaux pour l'énergie des bâtiments, pour inciter, pour donner une vision dans le domaine de la construction, pour inciter à aller de l'avant. Au niveau des provinces pour des meilleures normes de construction. Et les municipalités aussi, elles peuvent agir par le biais de règlements de construction pour imposer dans certaines zones des standards de performance. Et les transports, on en a parlé, mais il y a aussi de la réglementation au niveau fédéral sur la consommation des véhicules, au niveau du Québec, avec une loi zéro émission. Donc là aussi, on peut fixer des standards de performance, obliger les constructeurs à avoir des standards de performance. Ça, c'est pour le côté obligation. Mais le droit peut agir aussi d'autres façons, et notamment en matière d'aménagement du territoire. On sait que le fait que nos territoires s'étendent de plus en plus, ça nous fait accroître les consommations d'énergie. Alors pour cela, il y a plusieurs façons d'agir et les municipalités sont au premier rang. Et dans le cadre de leur schéma d'aménagement et de développement, elles ont la possibilité de planifier, de déterminer les grandes orientations en matière d'aménagement, en matière d'urbanisme, en matière de transport. Et donc, c'est ces outils-là aussi qui sont importants pour essayer de réduire les impacts énergétiques qui sont liés à l'étalement urbain. Des mesures de certification des écoquartiers qu'elles peuvent mettre en place. Et ce que conseille Transition énergétique Québec, c'est de relier l'aspect aménagement du territoire avec les enjeux énergétiques. Pour le moment, on aménage le territoire, mais c'est dans des outils d'urbanisme, une vision plus urbanistique, qui n'intègre pas encore suffisamment la dimension énergétique. Et ce que propose Transition énergétique Québec, c'est d'intégrer la dimension énergétique à notre planification du territoire. Autre façon de promouvoir l'efficacité énergétique, c'est par l'information. S'informer, et notamment s'informer lorsqu'on achète des biens, des produits, lorsqu'on achète une sécheuse, une laveuse, un congélateur, voire une voiture. Vous avez certainement vu l'Energuide, l'étiquette qui est derrière moi, et qui, en plus d'informer sur le prix du bien, nous informe sur ses performances énergétiques. Et ceci nous permet, en plus d'avoir un choix qui est basé sur le prix, d'avoir une évaluation de son prix, mais pendant l'usage. Et donc, un bien qui est plus performant en énergie, parfois, on va pouvoir orienter notre choix vers ce bien qui est plus performant. Alors, accroître les biens qui sont mis en marché et accroître l'étiquetage, ça peut aussi nous informer et puis nous permettre de faire nos choix selon les consommations énergétiques de ces biens. On a aussi des programmes d'efficacité énergétique. Certains d'entre vous ont peut-être déjà rénové leur maison, changé les fenêtres et ainsi avoir eu obtenu des subventions pour les travaux organisés. Il y a aussi des subventions pour l'achat de véhicules électriques, des subventions pour intégrer une borne de rechargement, que ce soit à la maison ou au travail. Donc là, on est plus dans l'incitation financière. Donc il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour qu'on puisse bénéficier de soutien financier pour aller de l'avant en faveur de la transition énergétique. Donc vous voyez, il y a une multitude de façons de faire pour soutenir l'efficacité énergétique. Mais étant donné notre position, je dirais un peu de leader de l'inefficacité énergétique, on pourrait certainement aller plus loin dans les faits, mais on pourrait aussi peut-être faire mieux au niveau juridique. Alors, on pourrait s'inspirer peut-être de ce qui se fait ailleurs, autour de nous, et notamment en Amérique du Nord. Alors, quelles pourraient être les sources d'inspiration ? Eh bien, de plus en plus, ce que l'on voit
c'est qu'on s'oriente au niveau de la construction vers des bâtiments zéro émission. C'est-à-dire que les bâtiments ont une performance énergétique telle que finalement le système fait qu'ils n'ont plus besoin de consommer. En tous les cas, leur bilan énergétique devient nul ou quasi nul. Et c'est un objectif qui a été fixé au niveau fédéral. D'ici 2030, ce serait que tous les nouveaux bâtiments qui sont construits au Canada seraient net énergie, donc consommation zéro. Mais c'est le cas aussi de certaines provinces qui se sont orientées dans ce domaine-là. La Colombie-Britannique, c'est d'ici 2032 qu'elle prévoit ce standard. Pour l'Ontario, c'est 2030 au plus tard. Et la Californie, c'est 2020. Donc, on voit qu'on peut utiliser la norme et commencer déjà à voir pour que les entreprises aussi puissent avoir une vision de l'avenir énergétique. Si on se tourne du côté de l'Europe, du côté de la France aussi, un système d'émission de permis un peu comparable à notre marché carbone, mais cette fois-ci pour l'efficacité énergétique, a été institué. À peu près tout le monde connaît le système de marché carbone qui existe au Québec. Un système comparable a été institué. Et les entreprises qui vendent de l'énergie, des entreprises d'électricité, de gaz, mais aussi celles qui vendent du carburant, eh bien, puisqu'elles contribuent à la consommation d'énergie, on leur demande de contribuer à l'efficacité énergétique. Et donc, elles doivent se doter de permis qui sont sur un marché, comme le marché carbone, et démontrer qu'elles ont engagé des mesures auprès des entreprises, auprès des particuliers, pour réduire les consommations d'énergie. Et ce qui est intéressant dans le système, c'est qu'on pourrait penser que ça représente un poids pour les entreprises, mais en fait, les entreprises y voient un nouveau marché. Alors qu'on leur impose de réduire les consommations d'énergie, elles voient dans ce nouveau marché la possibilité, par la réduction des consommations qu'elles induisent, de se trouver un nouveau marché, vendre de la non-consommation d'énergie. Et ainsi, dans la première période, les objectifs ont même été dépassés. Et en plus d'avoir ce système, il a été ouvert à des instances comme le seraient ici les agences en faveur des loyers modérés. C'est ouvert à d'autres instances qui peuvent aussi contribuer à la réduction de ces consommations. Et une partie de ces certificats doit être destinée aux personnes en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire celles qui ont le plus de difficultés à financer leurs factures d'énergie. Donc là, on pourrait aussi trouver un système de financement de l'efficacité énergétique. Autre point important, on l'a vu, c'est les questions liées à l'énergie, l'efficacité énergétique et l'aménagement du territoire. Pour le moment, c'est deux systèmes qui fonctionnent de façon distincte au Québec. Et si on prend le cas de la France, on a à la fois des objectifs qui sont intégrés au niveau national. Il y a la stratégie énergétique doit être compatible avec la stratégie de changement climatique, qui est traduite au niveau des régions, au niveau de ce qui serait pour nous les MRC et des municipalités. Ça, c'est le premier point, c'est qu'on a véritablement une intégration avec des objectifs qui vont du national jusqu'aux municipalités. Et le deuxième point, c'est l'intégration, la nécessité de rendre compatibles les instruments de planification du territoire, ce qui serait pour nous l'équivalent des schémas d'aménagement et de développement, avec ces stratégies énergétiques. Ainsi, on intègre la dimension énergétique dans l'aménagement du territoire. Alors ça serait une avancée intéressante et ça nous permettrait à la fois d'intégrer localement et d'intégrer dans l'aménagement du territoire la dimension énergétique. Et pour intégrer cette dimension énergétique, les municipalités, elles ont besoin d'informations sur les consommations d'énergie. Ici, au Québec, comme en France, nous sommes en phase d'avoir des compteurs communicants. Ces compteurs d'énergie communicants, ils permettent de renseigner sur nos consommations d'énergie. Eh bien, il y a une obligation qui pèse sur les distributeurs d'énergie, c'est-à-dire de gaz, d'électricité, de transmettre ces informations aux municipalités pour que les municipalités aient accès aux modes et quantité de consommation d'énergie sur leur territoire. Ainsi, elles ont une meilleure connaissance des consommations énergétiques et peuvent
alors privilégier leurs actions en faveur de l'efficacité énergétique dans tel ou tel domaine. Donc cette question de l'accès à l'information dont nous pouvons maintenant disposer grâce aux compteurs communicants, elle aussi pourrait être transmise aux municipalités pour mettre en œuvre leur politique d'efficacité énergétique. Et puis on retrouve enfin, en Europe, l'étiquetage énergétique, avec une étiquette énergétique qui est très comparable à notre EnerGuide. Mais ce qui est intéressant, c'est que les produits qui sont soumis à l'étiquetage sont plus nombreux. Et on pourrait s'inspirer de cette étiquette énergétique pour l'étendre à d'autres produits, pour que lorsque l'on achète des biens, des services, eh bien, on soit aussi sensibilisé sur la consommation, la performance énergétique de ces produits. Dernier point, l'efficacité économique du droit. Vous l'avez certainement vu il y a quelques semaines, des critiques ont été émises à l'égard du Fonds vert par le Conseil du Fonds vert parce que certains investissements qui sont faits, notamment les programmes de financement en faveur de l'environnement, n'étaient pas optimaux en matière d'efficacité économique. Par exemple, on sait que financer la voiture électrique, ça coûte beaucoup d'argent pour peu de gains en matière de gaz à effet de serre. Donc, puisque nos moyens financiers sont limités pour développer l'efficacité énergétique, il faut vraiment calculer pour que l'argent qui est investi en matière d'efficacité énergétique soit le plus efficace, permette de faire les meilleures économies d'énergie. Donc ça, c'est vraiment l'analyse économique du droit. Ceci me permet donc de conclure sur ce droit de l'efficacité énergétique. On la désigne souvent, cette efficacité énergétique, comme première source d'énergie, premier combustible, parce qu'en fait, ça devrait être notre priorité, réduire nos consommations d'énergie avant d'essayer de changer de source d'énergie. Ensuite, on voit qu'elle présente plusieurs bienfaits en matière environnementale. Ça nous permet de réduire nos consommations de gaz à effet de serre. Pour la précarité énergétique, ça permet de réduire les factures d'énergie, mais aussi au niveau économique, ça rend nos entreprises plus compétitives. Donc sensibiliser à la réduction des consommations, c'est gagnant en termes de développement durable. Le défi, c'est d'intégrer tous les secteurs de l'économie, parce que l'efficacité énergétique a vocation à intégrer tous ces secteurs économiques, et donc il y a la nécessité d'avoir une gouvernance qui permet d'intégrer tous les secteurs de l'économie, qui permet d'aller du national au local, et donc ça c'est un défi en termes de gouvernance, et nos instruments juridiques pourraient certainement être améliorés dans ce sens. Pour cela, on peut s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres provinces à l'international. Ce n'est pas pour ça qu'on doit importer systématiquement, mais on pourrait certainement avoir à améliorer notre système à la québécoise, c'est-à-dire avec notre façon de faire. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir aussi une reddition de comptes. On a vu là, nos objectifs en termes de climat ne seront pas atteints. On avait des objectifs, puis à un moment, on a entendu notre Premier ministre dire on n'a pas d'informations là-dessus. Je pense que c'est important pour atteindre nos objectifs, qu'on soit véritablement, qu'on ait une reddition de comptes sur est-ce qu'on est sur la bonne marche pour avancer. Puis ne pas oublier que investir dans l'efficacité énergétique, c'est aussi investir dans la technologie, investir dans le futur. Si on ne le fait pas, ce sera d'autres personnes le feront. On le voit dans le domaine, par exemple, des batteries. C'est les constructeurs allemands qui sont pris avec ça, parce que maintenant, on doit investir dans la voiture électrique, mais 60% des batteries produites dans le monde viennent de Chine. Alors, on peut embarquer dans le train ou le laisser passer, mais véritablement, je pense qu'il faudrait s'investir dans ce domaine qui serait vraiment gagnant pour le Québec. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Mais pour reprendre, parce que tu m'as touché particulièrement en architecture ici, là, en disant au départ que ce local fonctionnait, effectivement, électricité pour l'éclairage et le reste, ça commence là. Couper la demande. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'éclairage naturel dans les salles? Donc, quand on est au Kruger, par exemple, on fait cette conférence à l'éclairage naturel. Donc, c'est vraiment des questions de choix et d'intention de chacun et du concepteur et du créateur. Donc, j'ai bien aimé que tu parles de cette salle parce que ça permet de mettre quelque chose de très concret, finalement. Et donc, couper la demande avant même de faire l'efficacité. Voilà. Merci. Donc pour boucler la boucle de cette table ronde, qui est linéaire, M. Géraud de la Suisse Sainte-Genièse
est chercheur postdoctoral à la faculté de droit de l'Université McGill et au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale. Il sera aussi bientôt membre de l'Institut EDS. Il est aussi chargé de cours à la faculté de droit de l'Université Laval, où il enseigne notamment le droit de l'environnement et le droit international public. Ses recherches portent principalement sur les enjeux juridiques liés à la lutte contre les changements climatiques. Veuillez accueillir M. Geniez, s'il vous plaît. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, dans ma présentation, je vais plutôt m'intéresser à la COP24 en tant que telle, à ses principaux enjeux, pour essayer de présenter dans les grandes lignes ce dont les États vont parler lors de cette rencontre, mais aussi pour essayer de voir, parce que c'est le thème de notre panel, en quoi est-ce que ces discussions qui vont avoir lieu, elles peuvent être utiles pour amorcer cette transition qu'on doit impérativement réaliser sur le plan technologique, sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan des comportements, si on veut réussir à freiner le dérèglement du climat. Premier point que je voulais dire, c'est que l'idée selon laquelle ces négociations elles peuvent être utiles pour la transition, très franchement, ce n'est pas quelque chose qui d'emblée saute aux yeux. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 24 ans que les parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques se réunissent à chaque année, et le 6 décembre prochain, ça fera même exactement 30 ans que les changements climatiques sont une question dont l'ONU s'occupe officiellement, puisque c'est le 6 décembre 1988 qui a été adopté le premier texte de l'ONU sur cette question, qui était une résolution de l'Assemblée générale et qui demandait déjà aux États de faire le maximum pour protéger le système climatique mondial. Et pourtant, malgré tout le temps et toute l'énergie qu'on a investi dans ces négociations internationales, et même si parfois elles ont été couronnées de succès, comme c'était le cas à Paris, eh bien, on n'a pas vraiment l'impression que la situation s'améliore et que le problème est en train d'être réglé, ou en tout cas, on a l'impression que le rythme de l'action est encore aujourd'hui beaucoup trop lent. Et d'ailleurs, on peut même se demander, je pense, si ces discussions sur le climat, elles ne sont pas devenues en quelque sorte l'illustration parfaite des limites du droit international et de la coopération multilatérale en tant que technique de résolution des problèmes collectifs. Et c'est vraiment pas rassurant, parce qu'ici, on parle d'un problème collectif par excellence, qui est un défi majeur et qui nous concerne tous et qui, à mon avis, est en train de s'aggraver. Alors, la semaine dernière, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport sur l'état de nos émissions mondiales, qui montre qu'en fait, nos émissions, elles continuent encore de progresser. Et la semaine précédente, il y a eu un autre rapport de l'Organisation météorologique mondiale qui indiquait que la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère avait atteint de nouveaux records en 2017. Alors, malheureusement, c'est vrai qu'on a un peu tendance à s'habituer à ce genre de mauvaises nouvelles. Et c'est un peu devenu une sorte de tradition maintenant. Avant le début de chaque COP, on a ce genre de rapport qui nous disent qu'on n'est pas vraiment sur la bonne trajectoire. Et en plus, cette année, c'est vrai que c'était plus marqué parce qu'il y avait le rapport du GIEC sur les conséquences du 1,5 degré. Mais quand même, par rapport aux années précédentes, je crois qu'il y a aujourd'hui une différence dans le sens où ces données, j'ai l'impression qu'elles sont plus perçues de la même manière. Et ces deux unes, à mon avis, qui ont été publiées à 10 ans d'intervalle, nous en donnent un aperçu. Il y a une dizaine d'années, on avait encore cette conviction qu'on pouvait et que forcément on allait gagner cette bataille contre les changements climatiques, alors qu'aujourd'hui, le discours il a commencé à changer. On se demande si on n'est pas en train de la perdre, cette bataille, et on réalise de plus en plus qu'il est extrêmement urgent d'opérer une transition majeure au cours de la prochaine décennie, nous a dit le GIEC, si on veut éviter que la situation soit hors de contrôle et qu'elle nous échappe complètement. Alors, quand on a ces éléments à l'esprit et qu'on regarde la COP24, eh bien, la première impression que l'on a, et à mon avis qui est tout à fait légitime, c'est celle d'un énorme décalage entre, d'un côté, ce dont les États vont discuter lors de cette rencontre, et de l'autre côté, la nécessité qu'on a aujourd'hui d'avoir des réponses politiques, d'avoir des réponses économiques, d'avoir des réponses technologiques concrètes et très immédiates face au problème des changements climatiques. Pourquoi ? Parce que lors de la COP24, les États ne vont pas discuter de la façon dont il faudrait réglementer l'usage des énergies fossiles, ils ne vont pas discuter d'efficacité énergétique, ils ne vont pas discuter de la manière dont on devrait mettre un prix sur le carbone, ou ils ne vont pas discuter du nombre de voitures électriques qu'on devrait avoir sur nos routes. En fait, on est assez loin de ce type de considération parce que l'objectif principal de cette conférence sur le climat, c'est, je vais dire plus modestement, de préciser les modalités de fonctionnement de l'accord de Paris. Pour comprendre pourquoi ces modalités de fonctionnement de l'accord de Paris doivent être encore négociées, il faut revenir un peu en arrière. Et en 2015, donc on se souvient que la communauté internationale a adopté ce traité, l'accord de Paris, qui définit un cadre général pour lutter contre les changements climatiques. Et ce cadre, il est fondé sur deux grands piliers. Donc le premier pilier, c'est ce qu'on appelle un système des contributions déterminé au niveau national. Je suis désolé, j'ai mis l'acronyme anglais, j'ai pas fait attention, donc en anglais c'est NDC. Et ça prévoit que tous les 5 ans,
les États vont devoir rendre public un document dans lequel ils présentent leurs engagements en matière de lutte contre les changements climatiques, qui au fil du temps doivent toujours être plus ambitieux. Donc, le respect de ces engagements, ce n'est pas obligatoire, mais les États sont quand même tenus de prendre des mesures au niveau national, et les mots sont importants ici, en vue de les atteindre. Le deuxième pilier, et qui est un peu, à mon avis, la contrepartie du premier, c'est ce qu'on appelle le cadre pour la transparence, qui prévoit que tous les États vont devoir rendre public, à échéance régulière, des informations sur leur politique climatique et sur les progrès qu'ils réalisent. Alors, l'idée ici, c'est d'avoir une image claire de ce que chacun fait, pour voir si les États font bien ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Et comme les NDC ne sont pas obligatoires, eh bien, l'idée, en fait, c'est de créer une pression par la transparence pour amener les États à agir. Sauf que, comme l'accord de Paris établit seulement les règles de base du fonctionnement de tout ce système-là, eh bien, maintenant, il faut qu'on définisse comment est-ce que ces procédures et ces mécanismes vont être appliqués concrètement. Donc, ces négociations sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, elles ont débuté tout de suite après la COP 21. Et les États ont décidé eux-mêmes que ces discussions devaient se conclure en 2018 lors de la COP 24. Autrement dit, le but principal de ces discussions en Pologne, c'est d'adopter un paquet de décisions qui vont être les décisions de mise en œuvre de l'accord de Paris et qui, en fait, vont être l'équivalent de ce que sont, dans le droit canadien, des règlements d'application pour une loi. Et ces négociations, elles vont porter sur des points très spécifiques, sur des articles très précis de l'accord de Paris, mais néanmoins, ce sont des discussions qui sont essentielles pour que cet accord puisse produire des effets. Et ce sont aussi des discussions qui sont extrêmement complexes. Alors, elles sont complexes parce que d'abord, il y a une vingtaine de thématiques qui sont en discussion. Juste pour vous donner une idée, le texte qui va servir de base aux discussions à partir de lundi prochain, en ce moment, il fait 307 pages. Donc, c'est un petit texte. Ensuite, parce que ces thématiques, elles sont très souvent interconnectées, sauf qu'on les discute dans des chambres de négociation différentes, donc ça favorise des blocages. Et puis, il y a aussi un autre problème qui est que dans l'accord de Paris, si vous le lisez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de formules de compromis. Alors que là, on doit rentrer dans le niveau du détail, donc on a moins de place pour des formules de compromis. Et donc, le défi ici, ça va être de s'assurer de trouver les détails, tout en faisant en sorte que chacun dans la négociation est convaincu que la lettre et l'esprit de l'accord de Paris sont respectés, parce que s'il n'y a pas de consensus, eh bien, on n'adoptera pas les décisions. Alors, il y a aussi un autre aspect, peut-être un peu plus politique, mais qui est intéressant dans cette COP24, c'est que cette COP24, c'est le premier vrai test pour la diplomatie climatique multilatérale depuis la COP21, puisque, en fait, c'est la première fois que les États doivent se mettre d'accord pour adopter des textes en respectant une échéance précise. Alors, vous pourrez dire, c'est vrai, mais en même temps, ils sont capables de se mettre d'accord, on l'a vu lors de la COP21. Effectivement, ils sont parvenus à se mettre d'accord, mais le problème, c'est que le contexte mondial a bien changé depuis la COP21, puisque sur le plan politique, à l'époque de la COP21, on avait un certain alignement des planètes. Et aujourd'hui, on n'a plus cet alignement des planètes, parce que dans plusieurs pays, on a des gouvernants qui sont moins enclins à agir dans le domaine du climat. Alors naturellement, on va penser aux États-Unis, mais il y a l'Australie aussi, et il y a le Brésil aussi. Et moi aussi, je trouve que c'est extrêmement inquiétant, d'autant plus qu'il y a 2 jours, on a appris qu'ils devaient accueillir la COP25, et finalement, ils ont décidé de se désister, simplement parce que les changements climatiques, c'est plus dans leur priorité politique. Alors, pour en revenir aux discussions de la COP24, ces discussions, elles vont surtout avoir une dimension technique et procédurale, ce qui les rend d'ailleurs assez hermétiques pour toute personne qui ne les suit pas de très très près. Mais je crois quand même que les décisions qui vont être prises lors de cette rencontre, elles risquent quand même d'avoir un certain impact sur ce projet de transition dont on discute aujourd'hui, et qu'en fonction de leur contenu, eh bien, ces décisions, elles peuvent plus ou moins faciliter la transition qu'on doit mener au sein de nos juridictions. Et pour illustrer ces exemples, pour illustrer mon propos, je vais prendre 3 exemples qui ne conviennent pas vraiment à un vendredi après-midi, puisque c'est assez technique. Donc, je vais prendre ces 3 exemples-là qui, à mon avis, sont des vrais enjeux qui peuvent être problématiques lors des discussions de Katowice. Alors, mon premier exemple porte sur les contributions déterminées au niveau national. Donc, on a dit que tous les 5 ans, les États doivent contribuer à une communication. Sauf que, pour que l'on comprenne bien ce que les États donnent comme engagement, on a convenu que chaque partie devrait donner des informations pour préciser comment comprendre les engagements qu'ils formulent. Et donc ça, c'est l'article 4.8 qui nous dit que les États vont devoir communiquer des informations pour faciliter la clarté, la transparence et la compréhension de ces NDC. Et ils ont convenu notamment que ces informations, ça allait porter par exemple sur le processus de planification de la NDC, sur la méthodologie qu'on utilise pour calculer les émissions de gaz à effet de serre, ou encore chacun devra expliquer en quoi sa contribution est équitable et ambitieuse.
Maintenant, à la COP24, on va devoir préciser concrètement quelles sont ces informations qu'on va devoir faire figurer dans les NDC. Et à mon avis, en fonction du type d'informations qu'on va devoir communiquer, eh bien, on peut exercer une pression plus ou moins grande sur les États pour les inciter à s'engager dans la transition. Et dans le document qui sert aujourd'hui de base aux négociations, il y a des propositions qui sont assez intéressantes, comme par exemple demander aux États d'expliquer avec quelle politique ils ont l'intention d'atteindre leurs engagements. On peut aussi leur demander avec quelles sont les parties prenantes qu'ils ont consultées pour établir leurs engagements. Si vous consultez l'industrie ou le secteur environnemental, forcément, le résultat peut changer. On peut demander aussi aux États de dire en quoi est-ce que leur cible elle est compatible avec notre objectif de limiter l'élévation de la température à 2 degrés, ou encore on peut leur demander de quelle manière est-ce que leur cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre s'inscrit dans une stratégie de développement à long terme de faibles émissions de gaz à effet de serre. Donc, si les États doivent donner ce type d'informations, eh bien, je crois qu'on crée un contexte dans lequel les États vont être incités de planifier davantage cette transition, ou en tout cas, on crée un contexte dans lequel il va être beaucoup plus dur pour les États de justifier le fait de ne pas vouloir faire cet exercice de planification. Sauf que le problème, c'est qu'ici, on est encore dans le cadre de contributions qui sont nationalement déterminées. Et pour certains États, si vous leur demandez de communiquer ce type d'informations, ils considèrent que c'est déjà très attentatoire à leur marge de manœuvre et que donc ça remet en cause le caractère nationalement déterminé de ces contributions. Mon deuxième exemple, il porte sur les négociations relatives au mécanisme de marché de l'accord de Paris. Et je vais m'intéresser plus précisément à un mécanisme qui est prévu à l'article 6.2 de l'accord de Paris. Alors, c'est un mécanisme un peu compliqué, mais qui permet en fait aux États de s'engager dans des démarches pour atteindre leur NDC en se transférant des droits d'émission. Et dans l'accord de Paris, parce qu'on n'aime pas faire les choses simplement, on n'appelle pas ça des droits d'émission, mais on appelle ça des résultats d'atténuation transférés au niveau international. Mais ce sont en fait des droits d'émission. Donc, l'idée, c'est qu'on veut permettre aux États de profiter des opportunités de réduction des émissions à faible coût qui peuvent exister sur le territoire d'autres juridictions, tout simplement parce que ces réductions, comme elles sont moins chères, elles sont plus faciles à réaliser. Sauf que cet article 6.2, il fixe certaines conditions pour que ces transferts d'émissions puissent avoir lieu. Et l'une de ces conditions, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ces transferts contribuent à promouvoir le développement durable. Donc à la COP24, on va devoir déterminer, ça veut dire quoi concrètement, un transfert qui contribue à promouvoir le développement durable. Et il y a une option qui est envisagée dans le texte de négociation de l'article 6.2, qui serait que l'échange de droits d'émission entre deux pays ne puisse avoir lieu que si cet échange s'inscrit dans le cadre d'un projet qui respecte les objectifs de développement durable et que si ce projet contribue à la transition du pays qui émet les droits d'émission vers un modèle de développement sobre en carbone. Et pour contrôler cela, eh bien, certains États prévoient aussi qu'on pourrait mettre en place une structure qui vérifierait en amont que ce critère est bien respecté avant d'autoriser le transfert des droits d'émission. Donc là aussi, il y a des enjeux qui sont reliés à la transition et qui sont assez intéressants. Dernier élément, c'est un point de négociation qui porte sur le cadre de transparence et plus précisément qui porte sur les informations ex ante, c'est-à-dire les informations que les États doivent communiquer sur le transfert des ressources financières à venir. Donc, dans l'accord de Paris, les pays développés se sont engagés à transférer des ressources financières aux pays en développement. Et, à la demande expresse des pays en développement, les pays développés se sont aussi engagés à communiquer tous les 2 ans des informations quantitatives et qualitatives sur les ressources financières qu'ils ont l'intention de transférer aux pays en développement. Et donc ça, c'est l'article 9.5. Donc dans les négociations, ça c'est une question qui est extrêmement sensible parce que généralement, c'est sur la finance climatique que les pays en développement jugent si les pays développés sont ou non de bonne foi. Donc il y a des enjeux qui sont très importants en termes de confiance entre les délégations et de bonne atmosphère dans la négociation. Mais il y a aussi, et je crois que c'est assez évident, des enjeux importants du point de vue de la transition. Parce que, d'abord, il y a cette question des montants et de la prévisibilité des ressources qui vont être transférées. Donc, on sait qu'une transition, ça requiert des investissements sur le long terme. Et plus les pays en développement auront de la prévisibilité sur les fonds auxquels ils peuvent prétendre, eh bien, plus ça sera facile de planifier des projets de développement à faible émission de gaz à effet de serre. Il y a aussi un autre aspect, qui est la question de la nature des informations qui vont être communiquées. Par exemple, si on demande aux pays développés de dire en quoi est-ce que le soutien financier que vous allez accorder aux pays en voie de développement s'inscrit dans un processus qui vise à rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre. La formule est compliquée, mais c'est un des objectifs de l'accord de Paris.
Ici, à mon avis, on a aussi un autre élément qui permet aux pays développés de s'engager dans un exercice de planification et de mieux cibler les domaines qu'ils ont l'intention de financer dans les pays en développement. Et donc ça pourrait favoriser le passage à un mode de développement à faible émission. Alors en définitive, ce que ces trois exemples nous montrent, c'est que derrière l'aspect très technique de ces négociations sur le climat et même l'aspect un peu hors sol et lunaire de ces trucs-là, les décisions qui vont être prises lors de cette rencontre, elles peuvent quand même faire une différence pour faciliter cette transition vers une société sobre en carbone. Cela dit, lors de la COP24, c'est probablement pas dans le cadre de ces discussions qu'on va avoir les discussions les plus intéressantes sur la transition. Je pense que ça va plutôt être dans le cadre de discussions qui auront lieu sur une proposition qui émane de la Pologne, qui a la présidence de la COP, et qui porte justement sur la transition juste ou la transition équitable. On ne s'était pas concerté, mais je vais en parler aussi un peu de la transition juste. Donc, dans le préambule de l'accord de Paris, à l'alinéa 10, vous avez une disposition qui dit que les parties tiennent compte des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualité, conformément aux priorités de développement qui sont définies au niveau national. C'est d'ailleurs la seule référence au terme de transition qu'on va trouver dans l'accord de Paris. Et sur la base de cette disposition, la Pologne a l'intention de faire adopter une déclaration lors de la COP24 qui vise en fait à souligner que bien les personnes qui travaillent dans les domaines liés aux énergies fossiles sont des personnes qui sont vulnérables aux effets des politiques climatiques. Et l'objectif, c'est aussi d'attirer l'attention sur le fait que ces aspects sociaux de la transition, eh bien, ils doivent mieux être pris en compte dans les négociations. Alors évidemment, ce n'est pas un hasard si cette initiative elle émane de la Pologne. C'est un État qui est fortement producteur et consommateur de charbon. Et on ne connaît pas encore le contenu exact de cette déclaration. Mais d'emblée, je crois qu'on voit que c'est une question qui est très sensible, parce que d'un côté, c'est sûr qu'une transition sobre en carbone, ce n'est pas un projet qui peut se faire contre l'avis de la population, et c'est sûr que c'est un projet qui engendre des problématiques sociales. Ça, c'est évident. On le voit en France très clairement en ce moment, mais on le voit depuis longtemps aussi dans différentes provinces canadiennes. Mais de l'autre côté, quand on commence à aborder ces questions au niveau international, je crois que c'est porteur d'un risque, et le risque ici, c'est que on légitime la position des États qui sont moins enclins à agir dans le domaine du climat et qu'on leur donne des arguments de discours, voire même des arguments juridiques, pour justifier une transition moins rapide de leur économie et un désinvestissement du secteur des énergies fossiles moins rapide. Donc cette question de la transition juste, c'est un nouvel enjeu qui est en train d'émerger dans les discussions sur le climat, et ça sera intéressant de voir comment est-ce que les États vont réagir face à cette problématique. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différents éléments ? Donc, trois idées en conclusion. Premier constat, c'est que cette question de la transition vers une société sobre en carbone, elle ne se pose pas vraiment de la même manière dans les discussions sur le climat qu'au niveau national. À mon sens, l'objectif de ces négociations internationales, ce n'est pas de construire un droit de la transition vers une société sobre en carbone, mais c'est plutôt de créer un système qui va permettre de s'assurer que tous les États s'efforcent bien de prendre des mesures pour aller dans cette transition sur le territoire national. Donc, ça peut paraître insuffisant, mais pour l'instant, avec l'outil qu'est le droit international, on n'arrive pas vraiment à aller plus loin que ça. Le deuxième constat, c'est que ces négociations internationales, elles sont nécessaires, mais elles sont beaucoup trop lentes et elles sont beaucoup trop éloignées du cœur du problème, qui, à mon avis, est celui de l'énergie. Et donc, par conséquent, l'impulsion pour réaliser cette transition, elle doit venir de tous les niveaux de gouvernance et de tous les acteurs. Et donc, c'est important qu'on ait des dialogues à toutes les échelles de gouvernance et dans tous les secteurs de la société, en marge de ce dialogue onusien. Et puis le troisième point, et là je crois qu'on a la même conclusion, mais encore une fois on ne s'était pas concerté, c'est que cette COP, elle va peut-être ouvrir un nouveau chapitre dans les négociations sur le climat, en mettant davantage l'emphase sur cette question de la transition juste. Et cette question, elle est intéressante parce qu'elle nous rappelle, et c'est quelque chose qu'on a peut-être eu tendance à oublier, que les changements climatiques, ce n'est pas un problème strictement technologique, ce n'est pas un problème strictement énergétique, mais c'est aussi un vrai problème de société qui appelle des réponses politiques et donc qui nous invite à repenser en profondeur nos modes de vie. Alors, je vous remercie. Je pense que vous avez bien démontré le défi auquel vont se prêter ces gens qui participeront à la COP24. Dans le contexte de, comment vous dites ça, la diplomatie climatique multilatérale, qui actuellement se bat contre un protectionnisme économique mondial, quelque part. Donc, il y a là des enjeux vraiment très globaux
Et je vous souhaite bonne chance. Ah, c'est pas moi qui négocie. Non, mais comme observateur déjà. Alors, on serait rendu à la période de questions. Donc, vous pouvez lever la main et je vous apporte ce micro. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Merci, madame. Bonjour, merci pour vos présentations. C'était très intéressant. On sait au Québec, c'est à peu près autour de 40 43 là, les changements, les gaz à effet de serre, par le transport. Pardon. Quand on écoute la télévision, qu'on lit un journal ou une revue, qu'est-ce qu'on voit? Des publicités automobiles. Hein? Si on veut changer la norme par rapport à nos comportements, parce qu'on sait qu'il faut faire un effort social, changer notre comportement, utiliser davantage de transports en commun, le vélo, la marche. Je me demande, par rapport à la publicité, est-ce que ça serait possible de taxer la publicité pour créer un fonds pour faire la promotion du vélo, du transport? En tout cas, c'est ma question. Je vais le prendre au bon puis je te le passe. Je vais commencer. Alors, on riait tous les deux parce qu'on a lunché ensemble et puis j'ai justement dit à Jérôme, là, on a besoin de ton aide sur le marketing. Il faut absolument s'attaquer à la publicité parce que c'est absolument impossible de continuer. C'est vraiment comme les campagnes arrêter de fumer, là, casser la cigarette. À un moment donné, on a dit il n'y a plus de publicité des compagnies de tabac. Et je pense qu'on en est rendu là. Moi, j'essaie d'appuyer ce pacte de la transition. Alors, ce matin, j'écrivais à un collègue juriste à l'Université de Montréal en disant « Hugo, peux-tu m'envoyer les informations sur la juridiction autour du marketing, de la publicité des voitures? » Alors, Jérôme va continuer parce qu'il connaît mieux ça que moi. Mais c'est pour ça qu'on riait. Je connais mieux ça. Je ne suis pas un spécialiste du partage de compétences en matière de publicité. Spontanément, il me semble que ça relève plus du fédéral, c'est une affaire de radiodiffusion, mais de mémoire, et je crois qu'il y a déjà des affaires dans lesquelles on a confirmé que les provinces pouvaient réglementer la question de la publicité. Notamment, je pense, sur l'affaire des... Stéphanie, tu pourras confirmer, sur l'affaire de la publicité pour les céréales, les enfants, je pense qu'il y avait des affaires comme ça. Donc, je crois que sur le plan juridique, c'est faisable. Ça dépend toujours de comment est-ce qu'on construit la mesure. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est clair que la publicité, c'est un problème. Et je rajouterai autre chose. C'est clair aussi que le crédit à la consommation, c'est un problème. Et je crois que les deux vont de pair. Et bon, là aussi, le crédit à la consommation, si ça touche aux banques, ça va être de juridiction fédérale. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'on pense au-delà de la simple question de la voiture électrique et du marché du carbone, la construction de nos politiques climatiques. Là, je suis tout à fait d'accord. Puis la question que vous posez, je crois qu'elle a même une résonance qui va plus loin que ça, et elle touche à la question des libertés individuelles. Et c'est une question qui peut paraître choquante, mais il faudra bien qu'on la pose un jour. Est-ce qu'on devrait, ou est-ce qu'on peut dire qu'on devrait avoir des restrictions aux libertés individuelles au nom de la lutte contre les changements climatiques? Ça ne me paraît pas complètement aberrant. On justifie des restrictions à nos libertés individuelles au nom de la sécurité nationale. Il me semble qu'on pourrait le faire aussi sur la question des changements climatiques. Là, mon propos étant de dire, si on limite la publicité, est-ce qu'on va accepter aussi dans l'espace public des gens qui, publiquement, vont dire que les changements climatiques n'existent pas? Est-ce que M. Crowley veut ajouter quelque chose sur l'efficacité du marketing possible? Je ne vais pas m'improviser là-dedans, mais le droit, on peut potentiellement tout faire. C'est qu'est-ce qu'on peut faire socialement? On pourrait très bien interdire la publicité des voitures, mais ça serait peut-être un petit peu extrême de fonctionner comme ça. On a vu par exemple en France, les Gilets jaunes, pourquoi ils manifestent? C'est parce qu'on a hausser le prix des carburants. Puis ils n'ont pas compris soit pourquoi ou qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Alors, oui, on pourrait le faire. Il faudrait voir, par exemple, en France, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de chaque message publicitaire qui est en lien avec l'énergie, il y a un message qui est obligatoire, qui est l'énergie est notre avenir, économisons-la. Alors, c'est un petit pas. On n'a pas interdit la publicité, mais au moins, on conscientise au fait que là, c'est... oui, tu peux t'acheter une voiture, mais c'est... attention, pense aussi à l'énergie. Donc, il y a plusieurs gradations dans la façon d'utiliser le droit. Et si on veut être un peu moins contraignant aussi ou complémentaire, on pourrait penser au bonus-malus qui existe en Europe. C'est-à-dire, lors de l'achat de la voiture, si le véhicule est polluant, c'est-à-dire qu'il consomme beaucoup d'énergie ou plus que la moyenne, qu'il émet plus de gaz à effet de serre que la moyenne, il va y avoir une surtaxe. Surtaxe qui va être payée au profit des véhicules les plus éco-énergétiques.
Et eux, on vont avoir à l'inverse une réduction, un rabais sur les voitures, ce qui fait que les voitures les plus performantes sont financées, elles reviennent moins chères, une voiture électrique revient moins chère, puis c'est pas nos impôts qui payent ça. Ce sont les pollueurs, ceux qui achètent les plus gros véhicules, qui vont financer les consommateurs les plus vertueux. Donc on pourrait peut-être combiner pour aller vers cette transition progressive. Vivement un bonus-malus en architecture aussi. Ah. Oui, ben moi aussi, je vous remercie beaucoup. Très, très intéressant. Je ne sais pas si mon propos, c'est une question ou un commentaire. J'ose espérer que nos décideurs sont des gens intelligents. J'assiste souvent à des présentations de ce genre-là. Ça m'emballe toujours. Puis je me dis, c'est la simple logique là, de faire une transition écologique, tout ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe chez nos dirigeants? Vous disiez tantôt, on a 10 ans, ça ne bouge pas, ça régresse. C'est un commentaire, c'est une question, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés. Avec tout ce qui devrait être logique, on va complètement à l'encontre de la logique. On est dans une société capitaliste où c'est la part du gain tout le temps, c'est les sous tout le temps. On rentre dans un mur, on entend parler toujours, puis je répète ce que je disais au début, j'imagine que les gens qui nous gouvernent sont des gens intelligents. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc, je voudrais juste avoir une réaction par rapport à ça. Nous, on est assez seuls. Les gens qui sont ici, c'est probablement des gens qui sont convaincus par le propos. Les gens qui sont convaincus n'assistent pas à ça. J'arrête là. Donc, je voudrais avoir simplement votre réaction là-dessus. On a besoin d'un peu de réconfort ici. Catherine est la meilleure pour nous réconforter. Vas-y. Bon, moi, je pense que ça commence par une question de vision. Nous, les chercheurs avec qui je travaille, on pense que c'est très important, une vision. Au Québec, on le sait, on a fait des grandes choses avec la vision de M. Lesage, par exemple, qui a dit « Maître chez nous ». On n'a pas eu peur, et puis on est allé de l'avant. Alors, pour avoir une vision, je pense qu'il faut que les gens comprennent. Et c'était un sujet extrêmement compliqué et qui a probablement été mal apporté. Là, je fais mon mea culpa. Moi, c'est pour ça que je m'implique plus publiquement depuis quelques années, parce que nous, on a travaillé, les scientifiques, à montrer tous les impacts assez catastrophiques de la chose. C'est assez complexe et on a beaucoup moins passé de temps à chercher les solutions ou à en parler. Alors, on est un peu comme les médecins qui font tout leur diagnostic, puis là, ils disent « Monsieur, je suis vraiment désolée, vous avez un diabète extrêmement marqué. » Puis là, tu lui dis « Bien, oui, mais maintenant, je fais quoi? » Puis le médecin qui dit « J'ai aucune idée. Rentrez chez vous. » Donc, je pense que dans la communication, il y a eu une défaillance de la part des scientifiques. C'est simplement le dernier rapport du GIEC, celui qui était avant la conférence de Paris, où on a commencé à mettre les solutions sur la table. Donc, il y a... Et les choses sont compliquées. Je sais que le nouveau gouvernement au Québec est très préoccupé par l'ouverture de centrales de charbon en Chine. Et selon moi, le nouveau gouvernement du Québec devrait être très préoccupé par autre chose. Que les Chinois avancent tellement vite dans le développement des technologies propres qu'ils vont prendre toutes les parts de marché. Puis nous, on va se retrouver le cul à l'eau, je m'excuse de l'expression, parce qu'on aura manqué le bateau de l'innovation. Donc, on est dans un endroit, et cet endroit-là nous rend myopes. Et donc, c'est pour moi un problème d'éducation. Donc, je dis, il faut éduquer. Donc, il faut trouver une façon de rejoindre les gens, d'expliquer quoi faire pour qu'il y ait une vision qui émerge. Et c'est cette vision-là qui va nous donner le courage d'avancer. Mais ce qui est encourageant, de mon point de vue, je suis assis dans une autre chaise que vous. Moi, j'ai fait mon doctorat dans le début des années 80 sur les changements climatiques. Personne n'en parlait. Quand on m'a engagée à McGill, il y a des profs de mon propre département qui ont dit « les changements quoi? » Mais maintenant, quand on ouvre la radio au Québec, tous les jours, sans arrêt, le Journal de Montréal aussi en parle sans arrêt. Donc, on est arrivé à, en 30 ans, que ça devienne une préoccupation importante. Donc, il ne faut pas non plus
négliger ça, je pense. C'est des gros changements et aucun de ces gros changements-là, aucune des grandes transitions ne se font en criant lapin. Ça prend du temps, mais il y a des choses encourageantes. Et ce que je sais, c'est que dans les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux, il y a énormément de fonctionnaires qui poussent à l'interne pour faire changer. Si la société civile pousse à l'externe pour faire changer, à un moment donné, ça va devenir de soi que nos gouvernements vont développer une vision. Alors, signer le pacte, encourager les gouvernements à devenir courageux. Est-ce que nos panélistes veulent ajouter quelque chose? Ben, je voudrais bien, mais ça va être négatif. Alors, je ne sais pas si... Mais je vais quand même le faire parce que l'anecdote est amusante. Je vais parler des négociations internationales. Quand on regarde ça, écoutez, je vais raconter une anecdote. C'était à l'intersessionnel l'année passée. J'étais assis dans une salle de négociation pendant 45 minutes. Il y a eu un débat entre les négociateurs s'il fallait tenir une table ronde ou s'il fallait tenir un atelier et sur les implications procédurales du choix de savoir s'il fallait tenir une table ronde ou un atelier. Et au bout de 45 minutes, ils ont trouvé par consensus que c'était la même chose. Alors... Vous voyez, quand on passe 45 minutes, c'est pas beaucoup, mais 2 semaines, ça passe très vite. Mais derrière l'anecdote, il y a aussi un truc qui est que dans ces négociations, c'est sûr qu'il y a des mauvais joueurs et il y en a qui sont plus vertueux. Mais très souvent, en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y en a un ou l'autre qui a la bonne réponse ou qui a la bonne approche. C'est que ce sont des approches qui sont différentes. Est-ce qu'on fait les choses de telle manière ou est-ce qu'on fait les choses de telle autre manière ? Et très franchement, faire cet arbitrage-là, ça peut que se faire par consensus. Et donc, ça prend du temps de trouver des consensus. Et plus vous multipliez les parties à la négociation, plus ça prend du temps. Et donc là, dans l'accord de Paris, bon, on négocie encore dans le cadre de la Convention, donc c'est 197 États. C'est extrêmement long à trouver des consensus sur cette question-là. Donc, encore une fois, de l'extérieur, même de l'intérieur, le rythme est désespérément long. Mais en même temps, j'ai de la difficulté à voir comment est-ce qu'on pourrait accélérer le processus de négociation, parce que ultimement, il y a aussi la question que si tous les États ne sont pas satisfaits, on en discutait tout à l'heure, si tous les États ne sont pas satisfaits, ils ne ramènent pas ce qu'on a négocié au niveau international chez eux. Ils disent « Ah, ben ça nous a été imposé, on ne va pas mettre ça en œuvre, on s'est fait imposer quelque chose, c'est du néocolonialisme, c'est l'Union européenne, puis tel État qui a négocié ça pour nous, on n'était pas d'accord, mais on s'est fait imposer. » Donc on n'a pas le choix d'obtenir un consensus, et obtenir un consensus, ben, c'est des discussions, ça prend du temps. Donc c'est un côté un peu désespérant, mais malheureusement, à cette échelle-là de gouvernance, c'est très difficile de faire autrement. Oui, peut-être remarque, je rejoins l'idée, il y a peut-être 2 aspects pour faire évoluer, c'est les consciences. Puis je pense que Catherine a montré que les consciences ont quand même évolué. Là, on est en train de parler du pacte. On voit aussi que le gouvernement Legault, il a évolué depuis les élections, notamment la partie environnement. Il y a peut-être un autre aspect aussi, c'est l'aspect économique. Parce qu'il faut qu'on est dans une société économique capitaliste et la question de la rentabilité, elle est importante. Alors, on voit de plus en plus que les énergies nouvelles, les énergies renouvelables, elles sont compétitives. Elles le sont de plus en plus, et même plus que les énergies fossiles. Les énergies fossiles, leur prix, il est croissant. L'énergie nucléaire, le prix, il est croissant. Alors que les énergies renouvelables, eh bien, leur prix, il est décroissant. Puis là, on est dans une phase où on est en train d'avoir des énergies renouvelables qui sont plus rentables que des énergies fossiles. Alors peut-être qu'on est aussi à un stade où la rentabilité va nous aider à changer. Là, c'est peut-être le juriste qui va parler aussi, mais on a vu avec le système du bonus-malus, on peut faire changer les choses avec des systèmes de marché carbone, avec les programmes en faveur de l'efficacité énergétique. Alors, je pense que la question du porte-monnaie, elle est importante aussi. Puis si ça nous devient rentable pour chacun, bah, ce sera d'autant plus facile et motivant de s'investir dans la transition. Merci, M. Krolik. Et ça fait la transition vers cette question en ligne de M. Pierre. Comment concilier intérêt de court terme, croissance économique, création d'emplois, comme en France avec les gilets jaunes, tout en investissant massivement pour la transition énergétique? N'est-ce pas un dilemme qui ne peut être résolu? Ou doit-on sacrifier le court terme pour le long terme? Bon, apparemment, c'est toujours la femme en premier. C'est bien pour une fois, hein, c'est un changement. Il y a beaucoup de photos d'hommes sur vos murs. C'est la plus optimiste. C'est la plus optimiste. Ouais.
Donc, le groupe de chercheurs avec lequel on travaille avec André, une des choses qu'on dit, c'est qu'il faut, au cœur des stratégies de lutte au changement climatique, intégrer le développement économique régional parce que actuellement, les entrepreneurs ne semblent pas voir les besoins que va générer la nouvelle économie sobre en carbone. J'ai été invitée dans un restaurant à essayer de parler avec l'équipe des restaurateurs sur comment créer un menu sobre en carbone. J'ai été, c'était intéressant, ça ne m'était pas arrivé jamais. Et puis là, en fait, un des enjeux, c'était tous les aliments nous arrivent dans des pellicules plastiques jetables. Et apparemment, dans toutes les chaînes d'approvisionnement, il manque une entreprise qui est l'entreprise qui fait des genres de Tupperware industriels qui permettraient de recevoir dans un restaurant tes produits sans déchets. Donc, si on se met à penser à la société sobre en carbone, il va y avoir toutes sortes de besoins nouveaux. Je pense à Communauto, qui est un excellent exemple d'une nouvelle entreprise qui a un immense succès, qui a été exportée même en Ontario. Et donc, c'est une nouvelle entreprise, c'est social, hein, c'est une innovation sociale. Et moi, je pense que c'est ça dont on a besoin. Par exemple, ma fille est agricultrice. Comment distribuer les produits pour amener ces produits au marché? Chacun des producteurs qui va au marché se déplace. En tout cas, c'est sûr qu'au niveau de la logistique du transport des marchandises, donc, il faut qu'on fasse un travail en disant quels sont les nouveaux besoins industriels d'une société post-carbone dans l'économie circulaire ou autre. Et ça devrait être un moteur de développement économique. Donc, je ne pense pas nécessairement qu'il y a à sacrifier l'un pour l'autre, mais plutôt à donner du courage à nos politiciens que le besoin à court terme d'être réélus dans 4 ans, ils vont peut-être avoir plus de chances de l'obtenir s'ils avancent dans la direction du changement nécessaire. Oui, peut-être une proposition. Là, je voyais dans la presse plus, parce qu'un des problèmes, c'est que nos gouvernants sont élus pour 4 ans. Alors que le long terme, une action de long terme, ça nécessite une vision de plus long terme. Et une lettre ouverte qui a été publiée dans la Presse Plus il y a quelques jours, j'essaie de retrouver la date, mais le 26 novembre 2018, c'est de créer un... Je propose donc à tous les partis de s'entendre pour nommer ensemble, dès le mois de décembre, un ou une ministre de la guerre au réchauffement climatique. Une personne non partisane qui ferait respecter nos cibles de réduction de gaz à effet de serre et la stratégie à long terme pour y arriver. Donc là, la proposition qui est faite, c'est d'avoir des élus qui feraient consensus et qui auraient des mandats plus longs spécifiquement pour le changement, la lutte contre les changements climatiques. C'est une proposition comme une autre, mais... Comme la question était posée, pourquoi pas? Là, c'est quelque chose qui est tout chaud. Je vais y aller. Je vais faire une proposition moi aussi, mais qui est pas de moi. Je la relaye ici et je sais qu'elle est faite par certains partis politiques au Québec. Mais nos cibles d'émissions de gaz à effet de serre, elles sont lointaines dans le temps. Et donc, on n'a pas vraiment l'occasion de vérifier à chaque année où est-ce qu'on est rendu. Donc, il y a une solution qui serait simple, qui est proposée par plusieurs personnes. Ça serait d'instaurer un budget carbone annuel. Et on s'assure qu'à chaque année, on respecte notre budget carbone. Donc, je crois qu'il y a des progrès à faire sur le thème de la comptabilité, sur de la bonne gestion des chiffres et de ce qu'on peut mesurer. Et on peut faire beaucoup avec des chiffres. Simplement, on aura une plus grande compréhension de ce qu'on fait, où est-ce qu'on est. Parce que là, c'est trop facile de dire 2020, je mets ça à la poubelle, je vais en 2030. 2030, c'est pas tout de suite. Puis 2030, le GIEC nous dit en 2032, si on continue comme ça, on commence à dépasser le 1,5. Tout à l'heure, on parlait des bâtiments, d'efficacité énergétique. C'est à partir de 2020 que ça s'applique. Le temps qu'on construise des bâtiments, les émissions de gaz, les bénéfices de ces actions-là, elles sont distantes dans le temps. Donc, il faut qu'on ait un système qui nous permette immédiatement de voir comment est-ce qu'on progresse. Je m'excuse d'être si bavarde, mais à l'écho du budget carbone, c'est toujours intéressant de regarder d'autres pays, ce qu'ils font. Moi, je trouve que l'Inde est extraordinaire parce que dans leur principal problème, c'est le déboisement. Et donc, maintenant, les transferts de paiement du fédéral au provincial en Inde sont attachés
à une cible de reboisement dans les provinces. Donc, dans la péréquation financière, tu as démontré que tu as reboisé. Donc, c'est un peu la même idée qu'un budget de carbone, c'est attaché l'un avec l'autre. Donc, il faut juste maintenant être un peu plus imaginatif. Effectivement, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oh, mon Dieu, tout plein. Peut-être que ça va être une seule question, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà dépassé l'heure finale. Monsieur, vous êtes le premier à avoir levé la main. Merci. Merci pour vos 3 interventions qui étaient très intéressantes. Moi, je pense qu'il y a un enjeu majeur, une difficulté essentielle dans la lutte contre les changements climatiques et la mise en place d'une transition efficace. C'est la justice climatique entre les gens qui peuvent se permettre d'acheter une voiture électrique et ceux qui ne peuvent pas. Je voulais avoir votre avis sur la faisabilité de mettre en place une telle transition et sans créer des inégalités monstrueuses, colossales. L'exemple des gilets jaunes est frappant. Les gens ont raison de manifester contre l'augmentation du prix de l'essence. Parce que de toute façon, ils ont besoin de leur voiture. Ils prendront leur voiture. Donc si on leur triple le prix, ben, tant pis, ils prendront leur voiture. Alors évidemment, il y aura peut-être, ils feront peut-être un peu de covoiturage, mais je pense qu'on ne réduira pas le trafic, c'est sûr. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que quand on a 10% de chômage en France, bien plus en Espagne, etc. Bon, ici, je sais qu'au Canada, on est très chanceux. Moi, ça m'inquiète énormément, ça. Merci. On est chanceux, mais on est ceux qui consomment le plus d'énergie fossile par capita. On l'a vu tout à l'heure. Je vais me risquer. Je suis d'accord avec vous, c'est un vrai problème. J'ai pas la solution, pas plus que je ne sais comment on va faire pour arrimer les intérêts de court terme à long terme. J'ai pas vraiment les solutions, mais je suis d'accord avec vous, c'est un vrai problème. Je crois que c'est un problème qui commence à émerger. C'est-à-dire que longtemps, on a considéré que c'était un problème de comportement, de technologie, la question des changements climatiques, c'était un problème de technologie, de technique. Et là, on est en train de voir qu'il y a une dimension humaine derrière ces politiques-là. On est en train de le découvrir et je pense qu'on a un retard là-dedans. Donc, il y a un rééquilibrage des politiques à faire, aussi bien au niveau international que national. Le risque, c'est que ce rééquilibrage-là ne doit pas être fait au prix des acquis qu'on a déjà en termes d'investissement politique sur la transition. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une position sur laquelle on va devoir être en équilibre. Parce que d'un côté, il faut qu'on fasse cet accompagnement-là. Tout à fait d'accord. Mais de l'autre côté, il faut qu'on s'assure que cette question-là, quand on l'ouvre, elle ne serve pas de prétexte à justifier des inactions. Et donc, la ligne est extrêmement mince, et je suis d'accord que c'est très compliqué. Mais derrière ça, ce que ça démontre aussi, vous évoquez la question du chômage en France, mais ce que ça évoque aussi, c'est qu'il n'y a pas de futur dans les économies carbonées. C'est ça aussi que ça démontre. Et que, comme l'a dit quelqu'un qui a été nommé à l'autorité là, sur les changements climatiques, qui a été créé récemment, Jean-Marc Jancovici, ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, ce sont les gens qui sont montés avec le pétrole, qui sont en train de descendre avec le pétrole. Donc, il faut qu'on les dissocie du pétrole. Ça, c'est une évidence. Je n'ai pas encore la solution, là, je n'ai pas la baguette magique pour faire ça, mais c'est sûr que c'est une trajectoire qu'il faut prendre, et c'est sûr qu'il y a des enjeux sociaux. Et maintenant, il va falloir être attentif à ça. Ça, je crois que c'est un message qui a été lancé. Maintenant, il va falloir voir comment on peut composer avec ça. Nous, on fait beaucoup la promotion de la notion de transition, puis je parlais plutôt d'expérimentation, en disant il faut qu'on ait le droit à l'erreur. Les choses sont compliquées, c'est une grosse transition, c'est presque une révolution. Et donc, je pense que les personnes qui, comme nous tous, sont préoccupées par ça, on doit effectivement prendre bonne note des Gilets jaunes, bonne note de Trump, comme je disais, bonne note de M. Ford, bonne note de M. Bolsonaro. C'est un signal qui souligne, entre autres, qu'on a beaucoup pensé à la ville, qu'on a très peu pensé à la banlieue, qu'on a très peu pensé aux zones rurales. Au Canada, il y a des initiatives fort intéressantes. En Alberta, au Québec, on n'aime pas trop ça, se faire dire qu'en Alberta, ils font les choses mieux que nous. Mais en Alberta, il y a certainement 2 choses qui font mieux que nous actuellement. Le plan de transition des travailleurs du charbon d'Alberta est actuellement tenu comme le modèle mondial de la transition juste. C'est un formidable effort de la part de l'Alberta de ne pas pénaliser ces travailleurs-là, de les restructurer, de les
les rééduquer, de leur retrouver un emploi. Donc, c'est quelque chose à suivre. C'est un très bel exemple. Et en même temps, Calgary est apparemment un modèle de la rénovation des banlieues qui met l'école, André, au cœur de la banlieue et qui arrime le transport public vers l'école et donc qui facilite la vie des parents qui vont travailler au cœur de la ville et quand ils reviennent, ils trouvent leur enfant, leur magasin d'alimentation et leur école avant de s'en aller chez eux. Donc, je pense que c'est important de le regarder et je vous encouragerais à aller lire le travail du groupe de travailleurs qui s'appelle Iron and Steel, encore une fois, en Alberta, des travailleurs des sables bitumineux qui demandent une transition ambitieuse et rapide et qui indiquent toutes sortes de formes et c'est beaucoup d'eux qu'on a emprunter l'idée de créer des forums de développement économique régionaux en regardant c'est quoi les nouveaux besoins. Il nous disait, par exemple, l'industrie solaire aurait besoin du même sorte de rack, de soudeur que l'industrie pétrolière. Alors, pourquoi pas commencer à faire des biproductions, puis comme ça, on peut faire glisser la compétence d'un secteur vers l'autre, la compétence des soudeurs du secteur de l'huile vers les soudeurs pour le solaire. Et pourquoi pas, c'est sûr que le marché va devenir international, pourquoi pas tous ces personnes-là aider les pays en voie de développement qui n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée qu'on a. Donc, il faut aller, je pense, doucement en mettant au cœur de notre préoccupation la transition de la main-d'œuvre. Et ça, c'est important. Puis je redis et je resalue, puis je ne sais pas parce que je suis membre d'un syndicat, à McGill, on n'est pas syndiqué, mais je salue la vision de la FTQ, de la CSN, du Conseil du patronat du Québec, puis de la Fédération des chambres de commerce, qui, encore la semaine dernière, étaient assis ensemble à travailler et à demander une transition juste. Donc, on sait qu'il y a un problème, et puis il faut regarder doucement en écoutant pour éviter d'avancer avant que la division devienne trop grande. Peut-être troisième proposition qui nous avait été faite par André tout à l'heure, c'est le droit à l'efficacité énergétique. Est-ce que tu souhaiterais développer cette idée, André? Non, je posais la question aux juristes. Là. OK. Donc je vois la balle qui revient ici. J'ai fait mon post-doctorat sur la question du droit à l'énergie. Donc c'était en France et en Europe, l'Angleterre et d'autres États, l'Union européenne aussi, a développé tout un corps de règles sur le droit à l'énergie pour que les personnes qui ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité ou d'énergie, on puisse les prendre en compte. Donc, il y a une définition de ce qu'est la précarité énergétique. Il y a un observatoire qui a été créé pour savoir qui est en situation de précarité énergétique et il y a des mesures juridiques d'accompagnement pour la précarité énergétique. Puis quand je suis arrivé au Québec, il y a 4 ans, cher en droit de l'énergie, je me dis, tiens, je vais sortir ça, la marotte, le droit à l'énergie. J'ai contacté une grande société québécoise en matière d'énergie, puis je lui dis, voilà, je voudrais travailler avec vous sur cette question-là. Puis la société me dit, la personne me dit, ici, la précarité énergétique, monsieur, ça n'existe pas. Alors j'étais surpris, et c'est vrai que lorsqu'on regarde nos lois, nos règlements, vous ne trouverez pas le mot précarité énergétique. Ça n'est pas défini. Ça n'est pas mesuré. On n'a pas d'indicateur, on n'a pas d'observatoire. Et donc, il existe quelques mesures. Par exemple, on ne coupe pas l'électricité pendant la période hivernale. Il existe des mesures, il existe des ententes de paiement. Mais on n'a pas une politique et des moyens juridiques qui sont vraiment intégrés pour aider les personnes en matière de précarité énergétique. C'est vrai que si on fait une transition énergétique, ça serait bien de s'intéresser aux personnes qui en souffrent le plus. Merci beaucoup, Christophe. Donc, je vais devoir mettre fin à la période de discussion et de questions. C'est malheureux parce que je pense qu'il y avait encore plusieurs questions ici. Il me reste seulement à faire peut-être un petit commentaire éditorial, c'est-à-dire qu'on est ici dans une institution universitaire d'enseignement, d'éducation. Et on a vu récemment que l'éducation peut être portée comme priorité nationale. N'est-ce pas, au Québec, par ce nouveau gouvernement. Je ne suis pas certain qu'on insiste sur l'éducation post-secondaire et au cycle gradué, mais je pense que l'éducation a un rôle fondamental à jouer là-dedans. Catherine se référait à la formation des travailleurs, mais en amont de tout ça, bien sûr, il y a la formation de nous tous ici. Donc, je pense que la balle, il faut la saisir, nous aussi, vraiment, là, dans le monde de l'éducation, parce que transition rapide, ça va passer aussi par une transition rapide de nos manières
d'enseigner et d'expérimenter ce que c'est qu'une transition énergétique. Alors, là-dessus, je remercie vraiment très sincèrement nos 3 panélistes, Christophe Collic, Catherine Potvin, Géraud Delassus-Saint-Védras.